de faire avancer les choses sur cette question. Ce sera le premier grand débat dans quelques instants avec des spécialistes de très haut niveau, vous le savez. L'islamiste est sans doute celui qui veut islamiser ou réislamiser le champ social, judiciaire, administratif, politique, économique dans lequel il vit. Le salafiste, lui, veut uniquement que la société vive de nouveau comme le prophète et ses premiers compagnons vivaient. C'est d'où le nom de salaf, le vrai, l'originel, le pur. Et les salafistes, donc, ont débordé en quelque sorte les frères musulmans d'Égypte, mais les jeunes sont redescendus dans la rue récemment, en décembre, pour rappeler que c'était leur révolution et qu'il ne s'agissait pas de se contenter d'une bipolarité armée islamiste. Troisième point qui me semble très important, c'est que ce printemps arabe qui a eu lieu à Tunis et au Caire n'a jamais fait référence ni à l'islam ni à l'État d'Israël. Et je trouve que c'est tellement rare, parce que dans tous les pays arabes, toutes les révolutions, les coups d'État qu'on a connus, que nous avons connus, tous les mouvements rectificatifs, comme on appelait les coups d'État, commençaient par le premier communiqué à faire référence à l'État d'Israël et à la résistance palestinienne, et je crois que c'est important de le souligner. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas tirer de bilan, bien entendu. Ce qui me gêne dans tous les débats auxquels je participe, et celui-ci n'y échappe pas, hélas, c'est le mot de démocratie. Rendons au mot le sens qu'il porte. Démocratie, au sens grec du terme, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Aujourd'hui, la démocratie, partout dans le monde, est réduite uniquement à la loi du nombre. La loi du nombre est dangereuse. Elle est dangereuse dans la mesure où tout commence à l'école. Moi, franchement, je viens d'un pays où il y a 18 communautés religieuses, qui sont autant de communautés nationales héritières de l'Empire ottoman. Il y a une des communautés qui a un taux de natalité de 7,2. Tout porte à croire, selon tous les démographes, que dans un siècle, cette communauté aura la majorité absolue. Alors faisons le bénéfice d'un siècle d'affrontements, de luttes, de morts, de blessés, et que les 17 autres fassent tout de suite leur valise et leur carton et qu'elles viennent en Europe. C'est comme ça réglera le problème. Moi, personnellement, pardonnez-moi de donner mon opinion, moi je ne suis pas démocrate. Moi, j'ai choisi d'être français parce que j'ai choisi d'être républicain. Moi, c'est la Respublica qui m'intéresse, avec ses 4 socles. La citoyenneté, celle qui transcende précisément mon appartenance identitaire, communautaire et régionale, qui fait de moi un co-responsable de la cité, comme vous tous, que même si je ne suis pas né sur le sol français, cette co-responsabilité me rend l'égal de tous, mais me rend aussi solidaire de tous. Donc, citoyenneté, solidarité, égalité, solidarité. Puis nos pères ont inventé ce fameux socle républicain qui s'appelle la laïcité. C'est précisément le fait de reconnaître à l'agnostique, de reconnaître à l'athée qu'il est dans une démarche de recherche et de foi. Aujourd'hui, la laïcité fait nettement la différence entre la foi et la religion. La foi est une démarche on ne peut plus intime, la religion est une organisation temporelle d'une communauté dont les membres partagent ou croient partager la même foi. Qui dit organisation temporelle, qui dit communauté, implique pouvoir. Et c'est en ce sens que la chance dans ce monde arabe est aujourd'hui la laïcité. Moi, je suis très heureux d'apprendre en décembre que de plus en plus de mariages de jeunes Israéliens de moins de 30 ans se fait à Chypre, et autant de Libanais de moins de 30 ans qui se marient à Chypre aussi. Parce que dans les deux cas, le mariage civil ne suffit pas. Eh bien, ils mettent l'État, en quelque sorte, devant le fait accompli.
Alors, on a parlé de printemps. Je suis sûr que si le processus démocratique se poursuit, automatiquement les islamistes retrouveront leur chiffre normal. N'oublions pas quand même que les élections étaient des élections à la constituante. Ce n'est pas des élections législatives. La différence est aussi importante. En même temps, il faut aussi reconnaître une chose, c'est qu'actuellement, la bipolarité se fait aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, mais qu'en même temps aussi, ce qui est peut-être inquiétant, c'est la peur suscitée. Et on ne parle jamais des tempêtes dans le désert. On parle aujourd'hui beaucoup de la Syrie, mais on ne parle pas du Yémen. On n'a pas réagi quand on a vu l'Arabie Saoudite balayer les insurgés à Bahreïn. On a raté la Tunisie, on a raté l'Égypte, le on étant en français un pronom personnel indéfini. On a été faire la révolution en Libye. On a défendu la population de Benghazi, c'est à notre honneur. On a laissé mourir la population de Sirte, c'est plutôt à notre déshonneur. Et aujourd'hui, la Libye se retrouve éclatée. Et c'est précisément ce qui m'inquiète quand je regarde une carte. C'est que depuis une dizaine d'années, nous assistons non plus à un éclatement régional, mais à un éclatement des États-nations. L'Irak, 3 pays en un. Qu'on ne me dise pas qu'au Liban, on s'embrasse sur la bouche. Quand vous allez au Liban, vous vous arrêtez, hélas, à Beyrouth. À Beyrouth, ça n'a pas... Il n'y a pas de Dieu, ou plutôt il y a un Dieu, si, il y a le Dieu dollar. Et on s'embrasse sur la bouche pour signer un contrat. Mais le Liban, la partition est faite sur le terrain. N'oublions pas aussi qu'au Liban, si la partition est faite, les chrétiens et les druzes ont un territoire homogène, les sunnites ont le littoral, donc le dos à la mer, et contrairement à ce qu'on dit, les chiites n'ont pas de territoire. 40% de la population du sud Liban n'est pas chiite, 55% de la population de la plaine de la Bekaa n'est pas chiite. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a une sorte d'arrière-cour importante. Un acteur nouveau, aujourd'hui, c'est l'Iran. Michel y faisait allusion. L'Iran, c'est l'Empire perse qui, pour la première fois depuis le Xe siècle, a pu constituer cet arc que la presse appelle chiite, qui est plus un arc perse, et repousser les frontières de l'Empire dans l'espace arabe. Aujourd'hui, l'arc Téhéran, Bagdad, Damas, Sud-Liban avec le Hezbollah, est un arc réellement, viscéralement perse. À côté de cela, l'autre acteur impérial, l'Empire ottoman, a essayé à l'occasion de ces révolutions de se faire passer pour un modèle. M. Erdogan a oublié simplement qu'en Turquie, la laïcité est inscrite dans la Constitution, tandis que dans aucun pays arabe, elle n'est inscrite dans la Constitution. Donc il ne peut pas être un modèle. Cette imposture s'explique parce que M. Erdogan, contrairement à ce qu'on a dit, a perdu les élections de juin dernier. Même s'il a remporté la majorité absolue, son objectif réel était d'avoir les 2/3 des sièges pour pouvoir changer la Constitution. Et on se retrouve aujourd'hui avec, j'allais dire, 3 alliés stratégiques des États-Unis à qui le crime profite sans doute, je parle des États-Unis, mais en même temps, il est vrai qu'ils n'ont pas été acteurs dans ce qui est arrivé dans ces révolutions arabes. Israël pour le Proche-Orient, la Turquie et l'Iran. D'ailleurs, souvenez-vous, en 2009, au moment des événements de Gaza, quand il y a eu la flottille de Gaza et le bateau turc, tout le monde disait, ça y est, Israël va perdre son seul allié dans la région. Et moi je disais tout simplement, attendons de voir s'ils vont rompre leurs relations diplomatiques. Non seulement ils n'ont pas rompu leurs relations diplomatiques, ils ont même fait leurs manœuvres prévues déjà auparavant militaires ensemble. Je crois que les intérêts stratégiques sont souvent plus forts
que les égaux des personnes. Et c'est ce qui... ça, on en a eu la preuve. Alors, juste en résumé, pour terminer, je crois beaucoup que quelque chose d'important a bougé dans les sociétés arabes. Je crois énormément qu'il ne faut pas s'attendre des dictateurs de nourrir par un enseignement décent le serpent qui viendra le piquer. Je crois qu'il manque encore une chose fondamentale à ces révolutions. D'un côté, c'est rassurant de ne pas voir les hommes salvateurs, mais de l'autre, il serait plus rassurant de voir aujourd'hui la bataille autour de la Constitution en Tunisie et en Égypte, quitter le champ exclusivement religieux pour s'occuper aussi des libertés publiques et individuelles. Je crois sincèrement que le Proche-Orient n'est pas à la veille d'un calme plat. C'est pas aujourd'hui que les rives de la Méditerranée orientale ni de la Méditerranée occidentale ressembleront à un long fleuve tranquille. Voilà. Merci. Aujourd'hui, on parle plutôt d'un hiver presque islamiste, pour résumer un peu grossièrement. Antoine Sfer, on aura l'occasion d'en parler. Est-ce que, pour autant, il existe toujours une chance de véritablement d'avancer avec Israël? Michel Gurfinkel. Il y a un an, on parlait de printemps arabe. Aujourd'hui, on parle d'hiver islamiste. Faisons le bilan. Soit les révolutions ont donné, par le biais d'élections, le pouvoir aux islamistes. Cela semble être le cas en Tunisie et en Égypte. Soit le pays qui a connu une révolution est tombé dans un chaos où l'élément islamiste semble être en situation dominante. C'est le cas de la Libye, cela semble devoir être demain le cas du Yémen. Soit encore, l'ancienne classe dirigeante a éliminé un homme qui était dictateur en son nom, mais entend maintenir son pouvoir et veut y parvenir, veut pérenniser son pouvoir en s'alliant avec au moins une partie des islamistes. C'est, semble-t-il, ce qui se passe en fait en Égypte, au-delà des élections, et c'est peut-être ce qui se passe également en Syrie. Le mot « révolution » en France a une très forte charge émotionnelle. Cependant, nous savons, du moins les politologues depuis longtemps, savent et ont distingué savent qu'il y a deux types de révolutions, qu'ils ont fortement distinguées entre elles. D'une part, des révolutions qui tendent à instaurer une démocratie libérale, pluraliste, société ouverte, et d'autre part, des révolutions qui aboutissent à une forme de démocratie, puisque le pouvoir ultime est censé être celui du peuple, mais qui sont en fait des régimes de nature totalitaire. Je vous renvoie à un très grand historien de la Révolution française et du phénomène révolutionnaire en général, Yoel Talmon. Il était professeur à l'université de Jérusalem. Il a écrit un ouvrage fondamental sur cette question, La démocratie totalitaire, qui a été publié il y a 50 ans par Raymond Aron dans la célèbre collection Liberté de l'Esprit qu'il publiait chez Kalman Levy. Il est clair que les révolutions arabes qui viennent de se dérouler, qui sont en train de se dérouler, appartiennent au type totalitaire. Partout, elles se réclament du peuple, mais le peuple en question, en arabe, s'appelle le Sha'ab. C'est le peuple en tant que communauté fusionnelle, plutôt que le peuple en tant que réunion des citoyens libres, comme nous l'entendons dans les pays démocratiques occidentaux. Nulle part, cette révolution ne s'est réellement réclamée d'un état de droit et des droits de l'homme tels que nous les entendons au sens occidental. Et par de conséquence, en quelque sorte,
toutes ces révolutions se réfèrent à une vision qu'on peut qualifier de manichéenne des relations internationales, une vision où il y a des camps irrémédiablement hostiles l'un à l'autre et perpétuellement en guerre, et où les notions de droit international, de respect des traités, de l'obligation de respecter un certain nombre de pactes internationaux, à commencer par la charte de l'ONU, n'existent pratiquement pas. Je tiens à signaler qu'une lecture attentive de ce qu'on peut dire à ce sujet, presque tous les leaders de presque tous les mouvements révolutionnaires de ce long printemps arabe qui a duré 4 saisons, ne permettent pas de faire une différence à cet égard entre les islamistes et ceux que l'on appelle les laïcs ou les libéraux. D'ailleurs, j'irai jusqu'à formuler un paradoxe. Je me demande si ce que l'on appelle le libéralisme arabe contemporain est si différent de l'islamisme et s'il ne se ramène pas, comme l'islamisme, en réalité, à une forme de populisme. Est-ce que l'islamisme que nous avons vu triompher partout est, par nature, compatible avec la démocratie? Encore une fois, par démocratie, la démocratie au sens où nous l'entendons dans les pays occidentaux, c'est-à-dire un régime par nature pluraliste et ouvert. Eh bien, je pense que non. Je pense que la structure des sociétés arabo-islamiques est incompatible avec ce que nous entendons par démocratie. Ces sociétés caractérisent aujourd'hui, je ne fais pas d'essentialisme et j'admets en théorie que ces sociétés puissent évoluer comme beaucoup d'autres sociétés ont évolué dans le monde. Mais ces sociétés, actuellement, se caractérisent par, premièrement, la prévalence de structures de solidarité qu'on pourrait qualifier d'organiques, comme la famille, le clan ou la tribu, sur des solidarités plus complexes, plus abstraites, type contractuel, comme l'État. Deuxièmement, ces sociétés sont marquées par la prévalence de codes d'honneur, la fidélité, la fierté, sur des codes moraux, la conscience personnelle ou la vertu personnelle. Enfin, ces sociétés sont marquées, même là où des minorités non islamiques importantes existent, par la prévalence d'une idéocratie islamique, c'est-à-dire d'une idéologie dogmatique qui valide et qui renforce les 2 premiers facteurs que je viens d'énoncer. Cette description nous ramène à un mode d'organisation politique qui a été vu en tant que tel depuis très très longtemps, depuis l'Antiquité en réalité, l'ochlocratie. Le mot a été forgé par un historien grec qui vivait au moment de l'avènement du grand empire romain, à peu près à l'époque d'Auguste, il s'appelait Polybe. Par là, Polybe entendait le pouvoir de la foule. Par extension, c'est le pouvoir, la dictature de tous sur tous, c'est la dictature de la société sur tous, y compris les puissants au sein de la société. Quand on applique à une démocratie, je veux dire, quand on applique des structures de désignation des dépositaires du pouvoir de type démocratique à une société de type ochlocratique, eh bien, on aboutit à peu près aux régimes qui se sont installés depuis un an, là où il y a eu des élections dans le monde arabe, c'est-à-dire à la victoire massive des éléments les plus populistes, les plus marqués par une certaine idéocratie, les plus alignés sur un certain mieux-disant culturel. Nous essayons maintenant, c'est le point qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, de comprendre, de voir, d'évaluer dans quelle mesure cette évolution peut avoir des conséquences positives ou négatives
sur Israël et je dirais d'une manière générale sur le reste de la communauté internationale. Premièrement, je m'inscris légèrement en faux sur ce plan avec ce que mon ami Antoine Sfer, dont je respecte infiniment les analyses et le courage politique par ailleurs, a pu dire il y a quelques minutes. Il me semble personnellement que si ces révolutions ne se sont pas, on va dire, faites au nom de la lutte contre Israël, toutes ces révolutions, en revanche, ont entériné et ont fait référence a posteriori à l'impératif absolu du rejet d'Israël et de la lutte contre Israël. En Tunisie, le comité qui a préparé en quelque sorte l'élection de la constituante a commencé par poser la rupture de tout lien avec Israël comme une évidence. Je passe sur l'Égypte où il y a une sorte de consensus national pour tenir le traité de paix avec Israël comme nul et non avenu, ou en tout cas révisable ad libitum. La première conséquence pour Israël, évidemment, semble être extrêmement négative, puisque partout, ce sont des ennemis d'Israël, des ennemis idéologiques d'Israël, qui ont gagné. Il n'y a pratiquement pas d'exception à cette règle. Mais on peut aussi dire que cette évolution n'est pas si négative que cela pour Israël, parce qu'elle a dévoilé un certain nombre de réalités qu'on avait tendance à oublier à propos de la problématique du Moyen-Orient, et donc, dans une certaine mesure, relégitimé le souci d'Israël pour sa sécurité et revalider la notion d'une solidarité stratégique entre Israël et les pays libres dans le monde. Enfin, là on entre dans un certain nombre de spéculations. Il se peut que ces événements aient pu renforcer chez certains pays sunnites importants, commencés par les pays du Golfe, l'idée que la réelle politique commande d'avoir des relations non hostiles avec Israël. Il se peut aussi que globalement le sunnisme ait remporté une bataille sur le chiisme, même sous la forme islamiste, et que l'islamisme sunnite soit moins radical vis-à-vis d'Israël, ou en tout cas plus patient que l'islamisme chiite. Enfin, il se peut, c'est une question, c'est un type d'hypothèse que l'on peut envisager cela, que l'islamisme sunnite soit par nature plus pragmatique que l'islamisme chiite. Cela tient à la structure même des idéologies religieuses dans une société et dans l'autre. On a Jean-Pierre Fillu, que finalement tout n'est pas voué à la destruction, à la guerre, et notamment, pour ce qui nous concerne cet après-midi de façon plus spécifique, dans la relation du monde arabo-musulman avec Israël. Jean-Pierre Fillu. Merci beaucoup. Merci. Si je parle de révolution arabe au singulier, c'est parce que je la mets dans le prolongement de 2 siècles d'un immense mouvement historique qui s'appelle la Nahda, qui est donc la Renaissance arabe, qui a commencé avec l'expédition de Bonaparte en Égypte en 1798, et qui, pour faire très simple, et ce sont les historiens arabes ou non arabes qui le disent, a été enterrée, s'est interrompue avec la Deuxième Guerre mondiale et avec la succession d'indépendances qui ont été dévoyées, entre autres parce que, au nom de la lutte contre Israël, les dictatures militaires se sont mises en place au mépris des peuples concernés, Gamal Abdel Nasser étant là-dessus, une fois de plus, l'illustration la plus achevée. Eh bien, il embastillait, il faisait torturer aussi bien les communistes que les islamistes sous la même étiquette d'agents sionistes. C'était tout à fait pratique et ça a marché un certain temps, y compris jusqu'à un passé récent. Alors, pour faire très simple, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le temps long du monde arabe renoue avec cette volonté d'émancipation et de libération qui s'était manifestée pendant un siècle et demi, où déjà, on l'a trop souvent oublié,
la Tunisie et l'Égypte étaient à l'avant-garde. La Tunisie qui a aboli l'esclavage 2 ans avant la France, la Tunisie qui a eu la première constitution du monde arabe en 1861, qui déjà séparait de fait le politique du religieux. Alors aujourd'hui, pour faire très simple, hein, parce que je n'ai que quelques minutes, et je ne voudrais pas jargonner, en tout cas pas trop, mais on a une double dialectique qui est à l'œuvre. La première, c'est la dialectique entre une sphère publique arabe qui résonne depuis le Maroc jusqu'au Golfe, avec une langue commune qui est portée par une génération qui est la première qui parle aussi bien arabe en aussi grand nombre, et avec des slogans révolutionnaires qui se répandent, pas seulement par les réseaux sociaux et les chaînes satellitaires, mais aussi dans l'ensemble de la région, et qui sont portés par une classe d'âge. Hein. La classe d'âge donc de cette jeunesse, mais en même temps, même si on a ce phénomène, si j'ose dire, trans-arabe, qui n'est pas pan-arabe, qui est trans-arabe, on voit que chacun des mouvements révolutionnaires se déploie à l'intérieur des frontières postcoloniales, dont paradoxalement il signe la consécration, ce qui à mon avis n'est pas sans conséquence du point de vue de la sécurité d'Israël. Et on voit en fond la victoire posthume, et je le dis sous le contrôle d'Alexandre Adler, avec qui nous avions eu des discussions à ce sujet, la victoire posthume de 2 diplomates français et britanniques, M. Georges Picot et M. Sykes, qui en 1916 avaient au fond partagé le Moyen-Orient entre leurs pays respectifs, hein, ce qui avait été conclu évidemment secrètement. Il a fallu la révolution bolchevique pour que tout ça soit révélé. Et ce qu'on voit, c'est que les frontières qui en découlent, elles n'ont pas été tracées de fait par messieurs Sykes et Picot, mais plus tard, lors des conférences de paix d'après le premier conflit mondial, eh bien, ces frontières sont aujourd'hui consacrées. Hein, on voit très bien que, quel que soit, il faut, là encore, c'est peut-être le point sur lequel je serai en accord avec l'intervenant précédent, il faut s'attacher aux actes beaucoup plus qu'aux discours. Et il faut effectivement voir que chacun de ces mouvements révolutionnaires est profondément qui tunisien, qui égyptien, qui syrien, qui yéménite, quels que soient les envolées des uns ou des autres. Le deuxième, c'est que deuxième dialectique, c'est qu'on a une révolution qui met en avant des exigences extrêmement fortes de justice, de droit, aussi bien dans le champ politique que dans le champ social, mais qui se vit comme un combat de libération nationale face à un despote qui est considéré comme étranger, non pas parce qu'il serait l'agent de l'étranger, mais parce qu'il a trahi la nation, il l'a pillé, il l'a humilié. Et c'est en ce nom que Tahrir, qui veut dire libération, est au fond le point commun de tous ces mouvements. Donc on a en fait un retour au national qui est extrêmement important et qu'il faut prendre en compte au-delà des emballements des uns et des autres, d'où l'exaltation du drapeau, mais d'où aussi l'extrême sensibilité à toutes les questions de souveraineté que l'on va voir de la part de ces nouvelles équipes et surtout de ces nouvelles opinions, mais ce sera ma conclusion. Alors là-dessus, la place de la question palestinienne a été extrêmement mal perçue, d'abord sous-évaluée dans un sens, et aujourd'hui, d'après ce que l'on voit ici ou là, un peu surévaluée. Ce n'est ni ceci ni cela. Hein. Les révolutionnaires, en tout cas les plus jeunes, ont pour la plupart eu la première expérience de la répression face aux forces de l'ordre de leur propre pays en 2009, quand ils sont descendus pour manifester leur solidarité avec la population de Gaza. Mais ils ne sont pas descendus pour manifester leur solidarité avec le Hamas. Et je crois que c'est une distinction qu'il faut avoir tout à fait en tête. C'est que cette solidarité se fait avec un peuple, avec une population, et non avec tel ou tel dirigeant ou telle formation qui prétendrait les représenter. Ce qui, d'une certaine façon, dans l'histoire de la solidarité arabe avec la population palestinienne, est un changement tout à fait copernicien. La deuxième chose, du point de vue, là encore, de la sécurité d'Israël, c'est qu'il faut, c'est une des 10 leçons que j'ai essayé de dénoncer dans mon livre, savoir que le chaos aujourd'hui, ce sont les dictateurs. Aujourd'hui, le principal facteur d'instabilité au Moyen-Orient, il s'appelle Bachar el-Assad. Il va tout faire pour entraîner la région dans une crise majeure, dans l'espoir que celle-ci se brasse au régime. On a vu d'ailleurs comment il avait manipulé de manière absolument cynique les manifestants sur le plateau du Golan, aussi bien lors du 15 mai
de l'anniversaire de la Nakba que lors du 5 juin. Et il faut savoir, enfin vous le savez peut-être, que ça avait provoqué des réactions très dures dans les camps palestiniens de Damas. On avait publiquement assassiné les personnes qui avaient été responsables de cette mobilisation sur le thème, non seulement vous n'avez rien fait pour notre cause, mais en plus maintenant, vous voulez nous utiliser comme chair à canon pour résoudre vos problèmes de politique intérieure. Je ne reviendrai pas non plus sur le fait que le Hamas, aujourd'hui, a bel et bien quitté la Syrie et que pour le régime en question, c'est une perte sèche. Alors là encore, question, soyons simples, soyons concrets. Camp David, la paix israélo-égyptienne, ça alimente des inquiétudes, tout ce qu'il y a de plus légitime. Alors là-dessus, où en est-on, les positions des uns ou des autres. La position de l'armée est évidemment qu'on n'y touche pas, ne serait-ce que parce que ça garantit le financement américain aux forces armées. Mais la position des frères musulmans, elle est une fois de plus beaucoup plus matoise. Elle est de dire qu'il faut aller au référendum, qui évidemment n'aura jamais lieu. Il faut d'ailleurs, mais ça c'est plus une position philosophique d'anciens diplomates, je crois que les traités de paix, il faut mieux pas trop les soumettre au référendum. Sinon on a des soucis avec ce qui peut se passer après, mais ça dépasse de loin la question du camp David. En tout cas, il n'y aura pas de référendum sur cela. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis la Révolution? On a vu en fait que c'est assez rapidement, d'après ce que j'ai compris, Israël qui a demandé en fait une violation de fait du traité de Camp David, avec le déploiement dans le Sinaï de forces armées pour justement empêcher que le désordre s'y répande donc sur le front sud d'Israël. Ça a été aussi rappelé par le précédent intervenant, il n'y a pas que les islamistes, et l'idée qu'il n'y aurait que les islamistes qui tiendraient, qui voudraient profiter d'une forme de démagogie anti-israélienne est erronée. Le débat qui a été évoqué au sein de la commission préparatoire sur l'idée de constitutionnaliser la non-normalisation avec l'État d'Israël, pour être tout à fait précis, était porté par un groupe d'extrême gauche visé panarabe et n'a pas été retenu. Il faut quand même le rappeler que ça n'a pas été agréé. Et que donc il y a, on a eu des scènes tout à fait choquantes, des propos tout à fait choquants à l'aéroport de Tunis-Carthage qu'on a entendu, qui ont d'ailleurs suscité un texte très noble de l'EBJ dans le monde, mais qui ont été là condamnés par Nahda, par le parti islamiste. Alors je ne dis pas que tout ça va pour le mieux, ni doit être vu avec une sérénité un peu pateline, c'est pas du tout le cas, mais je crois qu'il faut bien considérer que cette révolution arabe n'en est qu'à ses débuts, que ça va être un processus long, qu'il est hors de question de croire qu'on peut revenir en arrière, qu'il faut donc faire avec cette nouvelle donne. Et dans cette nouvelle donne, l'essentiel est aujourd'hui de pouvoir parler à ces peuples arabes qui ont repris leur destin en main et qui vont être extrêmement attentifs à tout ce qui peut être dit et fait. Pendant des années, Israël demandait tout à fait légitimement que des gestes soient faits en direction de son opinion pour que celle-ci soit convaincue des bienfaits de la paix avec la partie arabe en général ou palestinienne en particulier. Il faut savoir que maintenant, cela devra se faire aussi dans cette direction de la part d'Israël vers les populations arabes qui seront extrêmement sensibles à tout ce qui viendra. Et que récemment, j'ai eu la chance d'être à Madrid dans une rencontre sur le printemps arabe et Israël, où il y avait une représentation israélienne qui allait du Likoud jusqu'aux indignés, pour faire simple, et effectivement était débattue à ce moment-là cette question des gestes en direction de cette nouvelle réalité politique arabe que sont ces opinions extrêmement attentives, extrêmement en attente. Mais je crois qu'il y a, alors là, ce n'est plus l'historien qui parle, c'est le citoyen qui peut aussi exprimer de l'espoir quand il en est convaincu. Et je crois que le temps pourrait être venu de paix chaude entre les peuples après tant de paix froide qui ont laissé autant de frustration. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Pas un politologue, donc
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce que mes camarades ont dit tout à l'heure. Je pourrais faire aussi une analyse. Vous savez, chacun de nous a certainement une idée de ce qui se passe au Proche-Orient. On échange ces idées avec nos amis, la famille, etc. Et beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus intelligents là-dessus que moi. Moi, ce qui m'intéresse dans toute cette affaire, c'est la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Comme dit le frère Karamazov à l'autre, Ivan Alyosha, chez Dostoïevski, Maya Rubashka Bližektielu, qui veut dire « ma chemise est plus proche de mon corps ». Vous connaissez cette vieille blague, on parle d'éléphants et les Juifs. Est-ce que tout ça accélère les processus pour lesquels on travaille depuis, comme a dit Michel, depuis tant de décennies? Je suis optimiste pour une simple raison, je vais dire pour une raison idiote, c'est que pour ceux qui lisent l'histoire savent que toutes les guerres s'arrêtent à un moment donné, comme ça. Alors, en Europe, on avait une guerre de 30 ans, de 100 ans, et puis ça s'est arrêté. Alors on peut chercher les raisons de l'arrêt. Je crois, d'après mon expérience au Proche-Orient, il y a deux moyens pour arrêter la guerre. C'est d'avoir des hommes capables de le faire. Et puis, la deuxième raison, c'est la fatigue. Hérodote disait très joliment quelle est la différence entre le temps de guerre et le temps de paix. Normalement, ce sont les enfants qui enterrent leurs parents. En temps de guerre, c'est le contraire. C'est les parents qui enterrent leurs enfants. Combien de temps ça peut durer? Peut-être 100 ans, j'en sais rien, peut-être moins. Alors, il y avait une possibilité, il y avait plusieurs possibilités de faire la paix grâce à des personnalités qui avaient le courage de s'engager et de prendre des responsabilités. Je me souviens, j'ai organisé une rencontre entre Yasser Arafat et Shimon Peres. Ils ont discuté pendant 2 heures et après Arafat m'a appelé, m'a dit « Votre ami Shimon Peres est très sympathique, mais pour faire la paix, il me faut un général. » J'ai raconté ça à Shimon Peres, il m'a dit « Va voir Rabin. » Et c'était le début du processus qu'on appelle le processus d'Oslo. Et ça aurait pu aboutir. D'ailleurs, ça a abouti. Sauf qu'on a tué Rabin. Le problème avec des hommes forts en qui on a confiance et qui peuvent imposer une solution, c'est que ces hommes sont mortels. Sadat, c'était pareil, c'était un militaire. Il a participé au putsch avec Nasser, etc., contre le roi, quand les jeunes officiers marxisants en Égypte avaient pris le pouvoir. C'est pareil. Peut-être si on ne l'avait pas tué, la situation aurait été peut-être différente. Mais ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des hommes capables, des généraux? Il y avait les Palestiniens croyaient qu'ils pourraient faire ce qu'a fait Rabin, Sharon. Il est encore vivant, vous savez, il peut se réveiller. Ils ont cru, mais voilà, bon, il n'est plus. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le Proche-Orient, et d'abord les Palestiniens, et en face les Israéliens, est-ce qu'on a des hommes capables de prendre ce genre de décisions? Je ne vois pas. Je suis même allé voir Khaled Meshal, le chef de Hamas en Syrie. Je ne pense pas qu'il a... Parce que je pars du principe qu'il faut apprendre à parler aux ennemis. Parce qu'aux amis, tout le monde peut parler, c'est big deal, c'est pas un problème.
Je ne pense pas. Alors, il reste la fatigue. Et on a un exemple, parce que là, il y a quand même un élément important, je crois que c'était marqué là, un des points que vous avez marqué, mon cher Michel, c'est que depuis les accords d'Oslo, il y a quelque chose qui a changé au Proche-Orient. Ce n'est pas les révolutions arabes. C'est qu'avant, il y avait 2 pour discuter, aujourd'hui ils sont 3. Il y a Dieu. Dieu n'était pas présent pendant les premières décennies où des hommes, des femmes cherchaient des solutions pour que les 2 peuples puissent vivre côte à côte. Dieu n'était pas présent. Et puis il s'est introduit. S'est introduit peut-être, c'est aussi le signe de la fatigue. On cherche des solutions ailleurs. D'abord, après la guerre de 73 en Israël, on a vu surgir un slogan tout à fait nouveau pour le mouvement sioniste, la trilogie. Am Israël, Eretz Israël, Torah d'Israël. Peuple d'Israël, la terre d'Israël, la Torah d'Israël. Et l'État, il est où l'État? L'idée, les rêves de Theodor Herzl, de ceux qui sont battus, qui sont morts pour l'indépendance d'Israël, c'était l'État. Or, dans cette trilogie, il n'y a plus d'État. La terre est devenue sacrée, toute la terre. Il y a la Torah, elle était toujours. Le peuple aussi. Donc la terre a remplacé l'État. Ça complique les choses. De l'autre côté, c'était pareil. Quand moi j'allais voir les Palestiniens, soit à Amman ou à Beyrouth, ou après en Tunisie, c'était des laïcs. L'OLP était laïque. Et 2 grands mouvements marxisants, les fronts populaires et fronts démocratiques, Habash et Hawatmeh, c'était des marxistes. On pouvait parler d'une manière dure, on pouvait s'engueuler, mais on était 2, face à face. Quand on demande à Dieu ce qu'il veut, c'est difficile puisqu'il ne répond pas. Ça complique les choses. Alors bien sûr, on dit maintenant au Proche-Orient, on parle des islamistes, etc. Oui, Dieu est partout maintenant. Ça complique. Alors il y a un exemple où il y avait la même chose. 2 groupes et Dieu. Belfast, Irlande du Nord, 100 ans. Une guerre de 100 ans. Des gens sont très tués. C'est torturé mutuellement, c'est découpé en morceaux d'une maison à l'autre. Et comment ça s'est arrêté? C'est pas parce que les Anglais ont envoyé l'armée, ou c'est pas parce que les présidents successifs américains sont venus, ont essayé de résoudre les problèmes entre les protestants et les catholiques. Non, il y avait Dieu toujours. Ce qui échappe à Dieu, c'est les sentiments d'une mère pour un enfant qui meurt. Quand les femmes protestantes et catholiques ont décidé de descendre dans la rue pour dire stop, j'y étais avec Bernard Kouchner, on est allé accompagner cette manifestation. Et j'ai senti que là, c'était la fin de la guerre. Ce n'est pas impossible au Proche-Orient. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui y vont, qui parlent avec les femmes israéliennes et les femmes palestiniennes. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas pour demain. Peut-être pour après-demain. Donc, les analyses, c'est bien, parce que nous sommes des êtres intelligents et nous avons besoin de nourrir notre intelligence. Nous sommes contents quand on arrive à comprendre un événement. Pourquoi? Oh, hier, l'Égypte, c'est une grande nation, et pourquoi pas, il y avait l'Europe a été dirigée par les chrétiens démocrates pendant plusieurs décennies.
peut concevoir le monde arabe dirigé par les musulmano-démocrates. Ce n'est pas en contradiction. Encore que, ce qui dit Antoine, a raison, il faut quand même préciser ce que c'est la démocratie. Parce que pour la plupart d'entre nous, la démocratie, c'est les élections libres. Et ça s'arrête là. Les élections libres, Hitler est arrivé au pouvoir tranquillement, il n'a pas fait de putsch. Maintenant, pour faire marcher tel ou tel journal, on commence à dire qu'il y avait un putsch. Ah oui, c'était élu. Donc, laissons peut-être le monde arabe évoluer. J'espère que les Arabes, d'ailleurs, je pense, sont aussi malins que nous. Il y a des forces laïques, les forces de progrès dans le monde arabe, et c'est à eux, s'il faut, il faut les aider, ils pourront faire entendre leur voix. Quant au problème israélo-arabe, israélo-palestinien, je vais dire, attendons cette grande manif, supposons, voyons seulement, puisque nous pouvons nous imaginer 200, 300, 400 000 femmes palestiniennes, israéliennes, une grande marche sur Jérusalem. C'est pour demain, et alors il y aura la paix. Merci. Merci, Marie Caractère. Alexandre Adler, vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle Le peuple, le monde, destin d'Israël. C'est un livre, d'ailleurs c'est une réflexion érudite, mais ça vous avez l'habitude avec vous, mais aussi très personnel, sur l'être juif et le peuple, un peuple si particulier sans doute, qui obsède à la fois les juifs, mais les autres aussi, et à tel point d'ailleurs que certains ont cru devoir imaginer, c'était un dernier avatar de l'antijudaïsme contemporain, au point de vue éditorial, que ce peuple fut inventé. Dans le livre, vous faites un sort, bien sûr, à l'espérance qu'ont soulevé les révoltes arabes et à la chance que ça pourrait amener à Israël. Et c'est toute la question, évidemment, non seulement de cet après-midi, mais des prochains mois, la question de cette espérance, si tant est, Alexandre Adler, que l'Iran, la question de l'Iran ne vienne bouleverser toute cette problématique. Alors, vous avez entendu à la fois les spécialistes, Marie Caractère, l'homme de paix. Alors, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Alexandre Adler. Bon, bien écoutez, grâce à votre introduction, on va prendre les choses medias res, comme disait Cicéron, au milieu des choses, on va aller directement à la question. Parce que sinon, évidemment, ma tendance aurait été peut-être de tourner un petit peu autour du pot avant d'en venir dans la question centrale que vous avez soulevée. L'Iran est au grand atout d'Israël dans cette affaire. Voilà. Une fois que je viens de répandre cette glacée qui dépend par la neige fondue sur la salle, il faut que je m'explique avant de devoir partir précipitamment. Alors, je vais vous expliquer d'abord comment je connais l'Iran. À la différence du monde arabe que je connais comme tout le monde, un peu comme un touriste, je dirais un touriste éclairé, en Iran, je suis vraiment allé discuter avec les mollahs parce qu'ils le souhaitaient. Et quand je dis des mollahs, ce ne sont pas des mollahs d'ailleurs, ce sont pour la plupart des civils. Et en réalité, j'ai découvert un pays qui, sur le plan des libertés démocratiques, je ne parle pas évidemment de la vie quotidienne qui n'est pas agréable, je parle de la conception que se font les gens des libertés démocratiques, de l'état de droit, de la place de leur nation dans le monde, et bien entendu de leur rapport avec le peuple juif. Je dis le peuple juif parce que c'est une très vieille histoire en Iran, bien plus ancienne que l'islam, bien plus ancienne même que toutes les autres histoires, puisque, comme vous le savez, le terme de Messie, nous l'avons plus ou moins pris à la langue persane, la plus ancienne, et la notion, Hillel lui-même le disait, tout ça, parce qu'il était, le grand Hillel était un peu interloqué par l'importance de l'idée messianique dans la Palestine, enfin dans l'Eretz Israël de son temps. Il disait, oui, tout ça nous vient beaucoup d'Iran. Et c'est vrai que nous avons énormément appris des Iraniens depuis toujours, et les Iraniens ont de temps en temps de nous. En tout cas, le sentiment que les Iraniens ont, je dirais, toute classe de la société confondue, et toute option religieuse confondue, du judaïsme n'est pas du tout négatif. Alors maintenant,
ce pays idéal que je vous décris un peu comme Montesquieu, comment peut-on ne pas être persan? Et comme on le sait aujourd'hui, non seulement le théâtre d'une dictature brutale et sanglante, mais aussi il est engagé avec une résolution exceptionnelle dans une marche accélérée vers une arme nucléaire. Pour que toute ambiguïté soit levée, notre ami Ahmadinejad s'est efforcé dès son élection à la présidence de l'Iran en 2005 de bien préciser que si l'Iran voulait se doter de cette arme, tout en disant bien entendu qu'il ne le faisait pas d'une manière quelconque, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, la rhétorique iranienne comporte une très grande pédagogie qu'il faut, eh bien, c'était dans le but d'anéantir Israël. Rafsanjani l'a dit avant lui, nous sommes bientôt 70 millions, il y a 5 millions d'Israéliens. Nous serons bientôt 70 millions d'Iraniens, il y a environ 5 millions d'Israéliens. Nous pouvons supporter un échange nucléaire, il n'y en aura pas d'autre. Autrement dit, effectivement, le programme nucléaire iranien, aujourd'hui, porte un danger de mort sur Israël. Ce n'est pas le danger le plus sérieux, ce n'est pas le danger le plus immédiat, mais enfin, étant donné le passif que le peuple juif a accumulé pendant le dernier siècle, quand un État vient dire oui, on pourrait tout à fait envisager de vous supprimer. D'ailleurs, le génocide hitlérien n'a pas eu lieu, et d'ailleurs nous avons demandé à nos amis, messieurs Dieudonné, Foresson, David Duke, du Ku Klux Klan et quelques autres de venir célébrer une messe noire à Téhéran. Nous sommes très heureux de les accueillir. Malgré tout, ça rend attentif. Alors, bien entendu, nous sommes donc devant cet extraordinaire paradoxe. Aucun pays, à mon avis, n'a montré une telle maturité démocratique et un tel rejet de l'islamisme politique et de sa dictature que l'Iran, notamment à l'occasion des élections de 2009, qui furent un succès complet des forces réformatrices, puisque Mir Hossein Mousavi a sans doute engrangé environ 51% des voix dès le premier tour. Il aurait donc été élu, et il était suivi d'assez loin par le candidat dissident des Pasdaran, Rezaï, probablement 21-22%. Le président sortant, Ahmadinejad, en était à 20% avant que dans la nuit les Pasdaran ne bourrent les urnes d'une manière avec une efficacité surprenante. Et puis le candidat de l'extrême gauche, enfin si l'on veut, lui en était à 7%. Bon. Donc voilà la véritable photographie, de ce que l'Iran a voté, pas Téhéran, comme Al-Tahrir, qui a été une manifestation de la jeunesse qui rote, pas Ispahan, pas les grandes villes, mais la totalité du peuple iranien. Avec des points, évidemment, des points extrêmes dans les régions de culture turque, comme l'Azerbaïdjan, dont est originaire Mir Hossein Mousavi, qui, à la fin de sa campagne électorale, est monté sur une tribune en s'adressant en turc, c'est-à-dire en azéri, comme on doit dire, la population qui l'exhortait de le faire, et a fait monter son épouse, Madame Ranavart, qui fut une passionnariat du communisme, et a dit: nous sommes un couple politique, exactement comme Bill Clinton, et en lui prenant la main et en saluant la foule. Donc c'était, si vous voulez, deux infractions graves au code pénal iranien. La première, de prendre la main de sa femme, et la deuxième, de parler turc. Eh bien, je pense donc que nous avons ici un paradoxe extraordinaire. Car au moment même où l'Iran est en train de se sortir avec une extrême difficulté, et aussi toute la subtilité d'un pays qui a expérimenté depuis 20 ans des formes de pluralisme beaucoup plus sérieuses que ce que l'on a connu dans les dictatures arabes voisines. Et de l'autre côté, une Égypte qui incontestablement a connu un grand vent de liberté dans un premier temps, mais qui, étant donné le vide qui ne pouvait que suivre l'effondrement du despotisme plus ou moins bien éclairé de Hosni Moubarak, est comblé par une vraie partie de masse islamiste qui existait depuis 1928, les frères musulmans, qui a acquis, y compris dans les difficultés, dans le martyre de certains de ses membres, dans les traverses d'une longue guérilla avec Sadat et avec Moubarak, une expérience politique considérable. À ce mouvement, les frères musulmans sont aujourd'hui hégémoniques en Égypte, vont prendre le pouvoir et vont disposer d'une légitimité dont l'armée a cruellement besoin. L'armée a besoin des islamistes, mais les islamistes en ont ici besoin, car par une espèce de retournement extraordinaire, ce à quoi nous allons assister, et les jeunes libéraux qui se font tailler en pièces sur la place Al-Tahrir et dans les rues avoisinantes du Caire en sont les derniers témoins forcés, c'est une sorte de nasséro-islamisme. C'est-à-dire un nassérisme qui, à la différence de celui du raïsme, ne se réclame plus du progrès et de la laïcité avec une idéologie à géométrie variable
je hésiterais beaucoup à qualifier Sadat de jeune marxiste, même dans les années 50. Mais enfin, laissons cela, il y avait des courants tout à fait nombreux, dont des marxistes dans les officiers libres, mais Nasser a surtout été nassérien. Et son ambition était bien de faire du Caire ce que cette ville est déjà, c'est-à-dire la véritable capitale d'un monde arabe unifié par l'Égypte, dont il pensait qu'elle avait entre les mains, et elle l'avait d'ailleurs davantage qu'aujourd'hui, toutes les cartes pour se faire. Donc, l'Iran nous embête beaucoup avec son programme nucléaire, et l'Égypte est en train de se lever comme un seul homme pour affirmer sa puissance. Cette affirmation de puissance fait partie, je dirais, de l'équation cachée du raisonnement qui a présidé depuis maintenant la fin de la période militante à cette transition à laquelle nous assistons en Égypte. L'idée est déterminante, et c'est pour cela que Michel Gefrenkiel avait tout à fait raison de rappeler que les libéraux, les Aswani, les El Baradei, qui fut un allié constant du programme nucléaire iranien à ses fonctions à la IEA, etc., on pense exactement la même chose, c'est que l'Égypte a été castrée par la paix de Camp David. Que ce jour-là, l'Égypte a échangé finalement son droit d'aînesse sur le monde arabe contre le plat de lentilles du Sinaï et de la paix israélienne. Et que sous Sadat, comme sous Moubarak, finalement, l'Égypte n'est arrivée à pas grand-chose parce qu'elle était en quenouille. Elle était tombée sous la subordination des Juifs. Et que, bien entendu, le slogan le plus important d'Al-Tahrir, qui n'est pas un slogan anti-israélien, mais un slogan pro-égyptien, c'est pour ça que je n'insulte pas l'avenir, comme le redit le président de Gafford, on verra bien. Mais c'était quand même Égyptien relève la tête. Égyptien relève la tête, ça veut dire que l'Égypte a été grande sous Nasser. Nous avons aussi maintenant une légende impériale qui se répand comme une traînée de poudre en Égypte. J'ai lu un livre d'un jeune Égyptien qui essayait d'expliquer à Nuzom Delfini la révolution d'Al-Tahrir, et qui nous explique d'abord comment l'Égypte fut grande sous Nasser. On a l'impression de lire un conte bleu de Walt Disney, mais quand Walt Disney lui-même faisait les scénarios. Alors, Nasser est arrivé, il a électrifié l'Égypte, tout d'un coup la lumière s'est allumée dans toute l'Égypte, le barrage d'Aswan, succès absolu, l'économie. On se demande pourquoi Nasser, dans ces conditions, a eu tant de difficultés. Mais c'est sans doute les complots juifs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons maintenant cette nostalgie du nasserisme et que les islamistes ont compris qu'au lieu de renverser Nasser, car c'est ce qu'ils ont cru pouvoir faire dans les années 50. Ils ont cru que Nasser, finalement, n'était rien parce que ses militaires n'avaient pas avec eux les masques et qu'ils en feraient qu'une bouchée, et puis c'est eux qui ont été avalés brutalement. Ils ne recommenceront pas la même erreur. Cette fois-ci, ils vont s'entendre avec les officiers qui ne sont pas libres d'ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup d'affaires, sont très occupés par leurs différentes affaires économiques, et ils vont faire une dictature militaro-islamique dont certains disent déjà que le modèle est pakistanais, ce qui n'est pas faux. Alors avec ces propos-là, est-ce que nous aurons la paix? Non, bien évidemment. Est-ce que nous aurons la guerre? Peut-être que quand même le barbelé électrifié que représente la frontière israélienne n'est pas le premier sur lequel ils se précipiteront. Mais ils ont d'autres idées. La première, c'est évidemment la Libye. Si vous regardez les idées de Nasser après la défaite de 67, la Libye et le Soudan venaient en première place. La Libye, c'est où? La Libye, c'est incertain. La Libye, c'est régionalisé. Et la Libye, c'est beaucoup de pétrole. Alors qu'il va manquer beaucoup d'argent. Celui du tourisme, c'est déjà fait. L'aide américaine à l'armée égyptienne, ça ne durera pas non plus. Donc il va falloir le trouver, cet argent. La Libye est toute trouvée, puisque le Qatar est banquier, mais un banquier ne donne pas d'argent à ses clients. Il aide à en trouver d'autres. Le Soudan. Le Soudan, c'est un pays qui est tétanisé par l'ablation de sa partie sud, et qui voit aujourd'hui le général Omar Béchir et la branche islamique qui préside encore à ce semblant d'État vaciller sur ses bases. L'armée égyptienne est certainement là pour relever le soldat soudanais et peut-être l'aider à guerroyer pour les sources du Nil, les puits de pétrole, contre ce Sud-Soudan un petit peu irrédentiste et qui se tourne vers Israël. Et puis, bien sûr, la grande affaire, c'est la péninsule arabique. Et là, nous voyons Qatar à l'œuvre tous les jours, avec sa double force de frappe financière. Elle est ici en action, je ne vous détaille pas l'objet non fractal qui est protectorat qatari sur la France, mais s'étend de jour en jour, d'heure en heure. Il semble n'inquiéter personne, pas encore assez. Et puis, deuxièmement, il y a Al Jazeera, qui a été véritablement le ministère de la parole des frères musulmans, et qui, aujourd'hui encore, diffuse à
temps plein des images terribles sur la Syrie, images dont la réalité n'est pas grand-chose, mais qui visent à créer véritablement un djihad régional global contre la Syrie et tous ses alliés, par exemple ce qui reste encore debout du régime algérien, que le cheikh Jassem, celui qui s'est invité à la constituante tunisienne au fait de l'indépendance libyenne, a déjà menacé personnellement. Donc nous avons aujourd'hui, en effet, une offensive sunnite qui n'a rien de modéré, qui n'a rien de pacifique, et qui vise à créer à marche forcée une grande coalition arabe. Son ennemi principal, c'est l'Iran. Si j'étais les dirigeants iraniens, je me dirais ceci. Plutôt que de songer des plaies et bosses sur un programme nucléaire qui est déjà réalisé aux 3 quarts, pourquoi ne pas le geler au point où il en est? Ils en ont déjà suffisamment. Pourquoi ne pas aller négocier? On peut négocier en longueur. Et pourquoi ne pas faire tomber la tension d'un coup avec les États-Unis, mais surtout avec Israël, qui ne peut pas accepter une telle menace sur son existence? Ce jour-là, peut-être que Iraniens, Israéliens, et tous ceux qui sont attachés parce qu'ils sont minoritaires déjà, ou simplement parce qu'ils découvrent les libertés démocratiques de l'Occident, aux droits des personnes, aux droits des individus, aux droits d'hommes, peut-être tout cela pourrait constituer un barrage efficace à cette montée de puissance de la puissance égyptienne. C'est ma recommandation aux dirigeants iraniens, peut-être aussi à Bibi Netanyahou, mais j'ai l'impression que sur ce point-là, il y a quelqu'un qui est tout à fait d'accord avec moi, c'est Meir Dagan, l'ancien patron du Mossad, qui, comme par hasard, a attendu 5 minutes après avoir quitté ses fonctions qu'un micro lui soit tendu pour dire ceci: une guerre ouverte d'Israël avec l'Iran serait, dans les circonstances actuelles, je cite de mémoire, la pire invention faite par les hommes politiques les plus imbéciles dans les circonstances les plus difficiles. Personnellement, encore une fois, et je pense que les grands spécialistes de la région comme Pascal Bonifaz stipuleront de nouveau un indice de ma culpabilité, je suis d'accord avec Meir Dagan. Merci.